dans La tête aux pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre Le yoga pour les hommes. Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Aujourd'hui, je reçois Claire Lalande pour parler de yoga et d'engagement politique. Claire est ingénieure, travailleuse humanitaire, professeure et formatrice de professeurs en yoga. Dans cet épisode, nous parlons de son engagement en Grèce et de la façon dont le yoga peut l'aider à travailler auprès des réfugiés. Bonjour Adrien. Comment ça va ? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Merci d'être dans La tête aux pieds. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Surtout merci à toi de me recevoir. Je m'appelle Claire Lalande. Je suis beaucoup de choses. Mais oui. C'est pas si facile de me présenter. On va dire que, puisqu'on est dans ce podcast-là, je suis enseignante de yoga et puis formatrice de prof de yoga. Je suis propriétaire d'un studio de yoga. Je suis aussi ingénieure en physique et puis là, je suis directrice des opérations dans une ONG en Grèce en ce moment. Ok, beaucoup de choses. Donc, une ONG en Grèce qui s'occupe de quoi ? C'est une ONG dans le nord de la Grèce qui s'occupe... on a un centre communautaire où on offre un espace pour les réfugiés, demandeurs d'asile des camps juste à côté. Et puis on offre des cours de langue, on offre un espace pour les femmes, un espace pour les enfants. Super, on va reparler de ça, beaucoup de ton engagement en Grèce et en Suisse aussi. Comment c'est connu, Claire ? Comment c'est connu ? On s'est connus il y a pas mal d'années, je pense déjà. On s'est connus oui, ça fait longtemps. Ouais, à une retraite, une formation avec... on était une semaine à la montagne. Et puis on faisait du yoga et le soir on papotait et on se racontait nos vies. Voilà. Et puis après on a bossé ensemble sur un projet de formation d'enseignants justement à Lesbos pour réfugiés, demandeurs d'asile, pour volontaires et habitants de Lesbos. Ok, ouais. Donc on s'est connus à cette retraite de Simon Park qui était pour moi une semaine mythique et où on a connu Jamel aussi que je recevrai bientôt. Donc ouais, ça doit faire une petite dizaine d'années qu'on se connaît et on a bossé à Genève aussi ensemble pour un TGIF que tu organisais. Donc voilà, pas mal d'années où on se croise autour du yoga, mais pas que. Et justement, parce que on partage une vision et moi tu m'as beaucoup inspiré dans ce qui était possible de faire avec le yoga. Si je te demande ce que ça t'évoque, la tête aux pieds, parce que c'est un petit peu la question que je pose à tous les invités. Qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée de la tête aux pieds ? C'est marrant parce que du coup ça va pas être très yoga et en même temps c'est très yoga. C'est mon travail en ce moment, c'est vraiment ça en fait, la tête aux pieds, les pieds parce que je suis d'une certaine façon dans une forme d'action constante. Je fais plein de choses tout le temps et la tête, parce que malgré, il y a cette espèce de bataille constante entre les urgences du quotidien et puis cette idée qu'on veut prendre du recul et puis planifier et puis respirer et penser. Et tout devient relativement fluide parce que on n'est justement pas en train de séparer la tête et les pieds. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'être dans un état où justement on est dans le mouvement perpétuel des pieds avec l'intégration avec la tête et ça devient quelque chose de relativement spontané et c'est une spontanéité c'est une spontanéité très non dualiste d'une certaine façon. Je sais pas si j'explique très bien ce qui se passe dans ma tête et dans mes pieds. Mais si c'est assez tantrique comme idée, me semble-t-il, parce que tu t'intéresses à ça aussi, au tantra. Ouais. Oui, bien sûr, je suis très inspirée par les visions tantriques. Et il y a cette notion d'intégration que tu as évoquée, en soi, entre les différentes couches qui nous composent, mais il y a aussi une dimension dans ton travail où tu sors de toi, justement, tu utilises le yoga pour
ton bien-être et ton développement, mais c'est aussi un moyen d'action. Et donc c'est de ça dont on pourrait parler ensemble. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'engagement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est humanitaire? Est-ce que c'est politique? Un peu tout ça. L'engagement, ouais, en fait, c'est assez amusant ou pas, c'est même pas vraiment une décision et un choix pour moi, l'engagement. C'est vraiment en tout cas que moi, je me suis retrouvée à un moment où j'avais pas d'autre chose à faire. Je pouvais pas envisager de faire autre chose que d'être là où je suis. Mais comme un peu tout, en fait. Le yoga, l'enseignement du yoga, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai pas choisi, en fait. J'avais pas envie de faire autre chose. Et puis, du coup, ça devient... on est aussi toujours dans cette philosophie un peu tantrique de faire ce qui nous appelle et puis de suivre, moi aussi dans la vision yogique du dharma, quoi, d'être constamment... Quand on est en accord avec ce qu'on veut vraiment faire, il n'y a plus vraiment de choix, quoi. On se laisse porter vers ce qui nous appelle. Et pour moi, c'est ça l'engagement. C'est que j'ai pas vraiment eu le choix, en fait. Mon chemin m'a amené là et puis c'était une évidence. Ok, guidé par une sorte d'idée de cohérence en fait entre ce que tu vivais à l'intérieur et ce que tu faisais à l'extérieur. Ouais, et puis après, je suis aussi quelqu'un je suis absolument incapable de faire quelque chose que je veux pas faire. Je peux pas me forcer à faire quelque chose que je peux pas faire. Je vais trouver, du coup, je suis une employée terrible quand je travaillais dans un bureau. Donc vraiment, c'est pas que je voulais pas, en fait, c'est que j'arrivais pas à faire le truc que je voulais pas faire. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, par contre, j'y vais à fond, quoi. Je me lance, mais du coup, voilà, c'est que je peux pas me forcer à faire quelque chose que je veux pas. Je peux pas me retrouver dans un endroit qui est en effet pas en accord, en cohérence avec ce que je veux vraiment au plus profond de moi, quoi. D'accord, donc c'est un alignement en fait, un petit peu comme ce que tu peux chercher dans les postures finalement entre ce que tu es et ce que tu vis. Je voulais parler avec toi de ce que tu fais en Grèce. Donc là, tu as dit que tu étais responsable d'une ONG. C'était quoi le poste exact que tu occupes? Je suis directrice des opérations. C'est un titre très... Directrice des opérations. C'est un joli titre pour dire que je gère un peu tout en essayant que rien n'explose. Mais te connaissant, je trouve que ça te va assez bien, directrice des opérations. Je crois que c'est ta juste fonction. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux revenir avec nous un peu sur l'historique de ton engagement, puisque c'est pas la première fois que tu travailles en Grèce. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce que t'as fait en fait comme actions différentes qui t'ont amené jusque là? Du coup, j'ai commencé... j'étais, comme je suppose beaucoup de monde, assez touchée par ce que j'entendais dans les nouvelles sur Lesbos. Voilà, Lesbos, c'est très médiatisé comme île. Donc, quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés sur les plages de Lesbos. Donc, il y a toujours un bout de moi, je me suis dit, j'aimerais bien y aller. Et puis un jour, donc, en étant indépendante, enseignante de yoga, ce qui est cool, c'est que du coup, on peut quand même prendre... un certain temps de vacances de temps en temps. Donc j'ai bloqué des dates et puis j'ai contacté des ONG, j'ai pris mon petit sac à dos et puis je me suis retrouvée à Lesbos un hiver il y a 4 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait 3 semaines là-bas à faire quelque chose de pas spécialement très fou. J'ai passé beaucoup de nuits, parce que j'aime bien les nuits dehors, mais beaucoup de nuits à regarder avec des jumelles de vision nocturne et à regarder s'il y avait des bateaux qui arrivaient pour éventuellement aller les récupérer. Et il s'est pas passé grand-chose. J'ai jamais vu de bateau. Donc c'était très méditatif. D'accord. Très, très méditatif. Il y a eu quelques arrivées. Après, il y avait aussi cette espèce de camp. Il y avait un camp temporaire. Du coup, j'ai aidé un peu. Mais du coup, comme il se passait pas grand-chose, j'ai fait une journée à aller aider une autre organisation. On est parti. On est allé faire une distribution à côté du fameux camp de Moria. Et puis là, j'ai rencontré un gars qui, lui, avait l'entrepôt d'à côté. Et puis, dans son bus, il cuisinait. C'était un bus mobile qui venait d'Angleterre. Et puis, il cuisinait avec des demandeurs d'asile de la nourriture pour les femmes les plus vulnérables et les enfants les plus vulnérables du camp. Et puis, du coup, il m'a dit « Ah, mais viens faire tes profs de yoga, viens enseigner le yoga dans l'entrepôt pour ces femmes-là, ça va être génial. » Et puis je dis ouais, à fond. Enfin, ça m'intéressait beaucoup. Et puis dans ma tête, j'allais y retourner, mais voilà, je savais pas trop. Et puis en fait, il m'envoyait des messages tout le temps. Mais tu viens quand? Du coup, 3 mois après, je repartais. Et là,
Bah là, du coup, ouais, j'ai enseigné le yoga, donc j'ai aussi pelé des oignons, et puis à la fin, on fait tout, quoi. Et puis à la fin, on balayait les pelures d'oignons, on mettait des petits tapis sur le sol, et puis on faisait du yoga dans l'entrepôt. Il y avait pas beaucoup de monde, et puis mais c'était très bien. Puis là, je me suis fait quand même pas mal de copains, en fait, dans les autres personnes qui bossaient là. Et puis, j'ai rencontré une personne qui bossait pour Yoga and Sports with Refugees, donc qui, eux, avaient une vraie tente pour faire du yoga et des vrais tapis. Et du coup, j'ai fait un atelier avec eux. Et puis, bah, après, comme beaucoup de gens, en fait, qui viennent faire du volontariat, bah, j'y suis retournée. J'y suis retournée pendant l'été. J'y suis retournée tous les 3-4 mois. J'ai commencé aussi à bosser avec Yoga and Sports with Refugees à distance, les aider un peu pour leur site internet, travailler sur la communication. Donc voilà, j'ai continué à retourner. J'ai aussi fait d'autres petites choses. Je suis allée faire un peu d'interprétation, de traduction pour le français à Samos. Et puis voilà. Et puis pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je commençais à être vraiment de plus en plus passionnée par ça. Et il y a 2 ans exactement, Estelle, la fondatrice de Yoga and Sports, m'a demandé: Claire, est-ce que tu veux faire une formation d'enseignant à Lesbos? Et j'ai dit: mais oui, à fond, allons-y. Donc j'ai bossé, bon après, c'est pas mal de boulot en fait de lancer une formation. Donc c'est une formation Oui. que j'étais déjà à Genève avec une partenaire à Genève. Mais du coup là, voilà, c'était ma première formation seule. Et puis ça a été pas mal de boulot. Donc tout ce qui est Yoga Alliance Registration, et puis faire une levée de fonds, faire la communication, et puis trouver des gens pour venir m'aider, dont toi, Adrien, des personnes que je connaissais aussi de Genève. Et puis ça a été une expérience complètement folle, quoi. C'est une expérience qui s'alignait à 2 choses vraiment importantes pour moi. À ma vision de l'humanitaire, c'est-à-dire cette idée de empowerment, cette idée de rendre les gens indépendants. Lesbos, c'est une île qui a beaucoup compté sur des volontaires internationaux, comme on dit, alors que tout le monde est international à Lesbos, mais sur des gens qui venaient souvent pour des courtes périodes. Et puis le Covid a beaucoup changé ça, comme les gens ne pouvaient plus voyager. Il y a eu cette espèce de mouvement aussi de personnes, de résidents du camp, en fait, qui ont dit: ah, en fait, venez pas nous filer le Covid, on n'a pas besoin de vous, on peut se débrouiller. Et c'était vraiment l'idée du Yoga and Sports with Refugees. Tous leurs profs de tous les sports qu'ils proposaient étaient des gens qui venaient du camp et qui proposaient leur sport et leur passion et qui transmettaient ça. Et le yoga, comme évidemment culturellement, c'est pas forcément une pratique qui se retrouve dans le Moyen-Orient. Yoga and Sport, du coup, était très dépendant de ces volontaires européens qui venaient. Et il y a vraiment cette volonté du Yoga and Sport de former déjà les gens qui bossent avec eux et de rendre les gens indépendants, justement, de ces volontaires court terme. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, au final, c'est quand même donner un petit diplôme. Enfin, c'est un diplôme, en fait, de filer, donner cette indépendance aux gens. Et puis, c'était un groupe hyper passionné, quoi. Il y a un des élèves je voulais aussi proposer ça uniquement s'il y avait une vraie demande, et il y avait une vraie demande. Il y avait un groupe d'élèves passionnés, il y a des personnes du groupe qui s'est mis à apprendre l'anglais, en fait, en sachant qu'on allait faire la formation. Donc il a fait 6 mois intensifs d'anglais pour pouvoir la suivre. Donc c'était assez fou, quoi. Il y avait vraiment une motivation profonde à ça. Et puis l'autre Justement, chose Pardon, dis-moi. Non, je t'en prie, vas-y. L'autre chose, c'était quoi? L'autre chose aussi, c'est cette idée de rendre la pratique du yoga accessible à tous et toutes pour de vrai, en fait. Et pas de faire une pratique élitiste et complexe. Voilà. Très bien. Justement, pour qu'on comprenne bien la démarche de cette formation, parce que tu as parlé de Yoga Alliance tout à l'heure, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. En fait, qu'est-ce que ça permettait je vais y arriver. Qu'est-ce que ça offrait aux gens qui la suivaient et qui obtenaient ce diplôme, justement? Du coup, oui. Alors, le but de cette formation, c'est bien sûr de former des enseignants. On voulait aussi, c'était assez important pour nous que cette formation soit certifiée Yoga Alliance. Voilà. Yoga Alliance, on sait que c'est ce que c'est, et puis c'est quelque chose qui est bien sûr imparfait, mais ce qui est sûr, c'est que la certification Yoga Alliance 200 heures, c'est une certification qui est quand même reconnue à peu près dans tous les pays où on pratique le yoga, dirons-nous. Donc ça file quand même un vrai certificat à des gens et peut-être la capacité de gagner leur vie via le yoga, ou en tout cas donc ça, c'était vraiment important.
Ouais, c'est ça. Voilà, je cherchais le terme certification. C'était ça qui était important. Donc, quand les personnes suivaient la formation, après ils avaient un diplôme qui leur permettait d'enseigner où ils voulaient. Donc, d'abord à Lesbos pour justement avoir cette notion de d'autonomie dont tu parlais tout à l'heure, mais que éventuellement après c'était des gens qui voulaient quitter l'île en fait, et ils avaient un diplôme reconnu qui leur permettait de travailler. Partout dans le monde, quoi. Donc ça, c'était assez puissant aussi, hein, au-delà des compétences et des connaissances qu'ils pouvaient acquérir durant la formation. Il y avait vraiment cette reconnaissance de leurs compétences qui leur permettait après, comme tu disais, de trouver un emploi. Et ça, c'était aussi très puissant, j'ai trouvé. Mais ça demandait donc beaucoup de travail, puisque Yoga Alliance, donc c'est une sorte de label international qui valide les formations. Alors effectivement, on pourrait en parler aussi parce qu'il y a des pour et des contre à Yoga Alliance, mais que du coup il faut répondre à un certain nombre de critères, et donc ça t'a demandé beaucoup de travail pour coller à cette certification internationale. Ah oui, il faut même décrire chaque heure des 200 heures de formation qu'on va faire. Donc Ouais. ouais, c'est un boulot assez monstrueux, ouais. Oui, donc moi, pour expliquer le contexte, donc j'ai participé à cette formation, mais je crois que ça m'a fait autant de bien que aux gens qui venaient suivre la formation. Et moi, je suis arrivé un petit peu à la fin, mais Claire avait donc passé, je sais pas, des dizaines, voire des centaines d'heures à faire des tableaux Excel, et parce que ça, on n'a pas parlé de ça, mais on l'a évoqué, mais t'as des skills d'organisation qui sont, en plus de tes compétences d'enseignante et beaucoup d'autres choses, une capacité d'organisation qui, moi, me laisse assez rêveur, quoi. Que en une heure, tu fais sûrement ce que j'arrive pas à faire en 6 mois. Donc c'est vraiment à noter, et bravo pour ça, pour tout ce que t'as fait, ce que t'as réussi à mettre en place, et les gens que t'as réussi à fédérer autour de ce projet, autant les participants que les intervenants. Mais donc, ouais, c'était une charge de travail assez conséquente, quoi, on peut dire. Ouais, c'était assez... Euh, Pardon? Pardon, non. Et aussi, pour rajouter un truc, je me permets, mais le Ah petit mais détail aussi permets-toi. de la formation qui était aussi hyper important pour moi et puis pour Yoga Sport, c'est d'offrir la formation non seulement aux demandeurs d'asile, mais aussi à un peu toute la population, enfin tous les acteurs de Lesbos, c'est-à-dire des volontaires long terme aussi. Donc des gens, faut savoir que le volontariat long terme, c'est quand même beaucoup de sacrifices aussi, parce qu'en général, on est très très peu payé, on peut à peine, on a juste de quoi vivre. Donc c'est des gens qui s'impliquent et puis qui donnent vraiment énormément de leur temps et puis de leur vie en étant là. Et aussi, on a aussi offert ça aux gens à la population de Lesbos en fait, parce que c'est aussi une population qui est touchée par la situation migratoire, dirons-nous. Ouais. Et puis c'est aussi une île enfin les Grecs ils galèrent un peu, quoi. La Grèce c'est compliqué économiquement, donc c'était aussi hyper important pour nous que toutes les personnes, tous les acteurs de Lesbos puissent avoir accès à cette formation. Ouais. Ok, on va préciser ça, mais donc ouais, t'as dit une chose importante qui était pas forcément évidente, c'est que donc du coup cette formation a été gratuite pour tous ceux qui y participaient. Est-ce que au niveau des migrants, on pourrait parler un peu donc qui ont participé, de dire un peu d'où ils venaient, quelle était la tranche d'âge. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'il y avait à peu près la moitié. Donc il y avait 20 personnes ou 18 personnes à la fin, 20 je crois. Il y avait une dizaine de demandeurs et de demandeuses d'asile et des réfugiés reconnus. Il y avait, je crois, un quart de volontaires et quelques habitants de Lesbos, un petit peu moins. C'était il y avait des personnes un peu partout. Il y avait pas mal d'Afghans et d'Afghanes Mhm. dans les réfugiés. Il y avait une Somalienne. C'est une bonne question. Du coup, il y avait des Grecs. Et Ouais. puis, il y avait une Anglaise, des Espagnols. Enfin, c'était très joli et très divers. Et les âges, pardon, la plus jeune avait 15 ans. C'est une Afghane qui avait 15 ans, qui est maintenant à Athènes, qui a été fantastique et qui a fait une très jolie formation et qui enseigne. Ouais, c'est vraiment une chouette jeune fille. Et je sais pas quel est l'âge maximum.
Ok, mais donc ouais, c'était assez divers en termes d'âge, de genre, d'origine, de pays d'origine. Tu parlais du fait que c'était important aussi d'impliquer la population locale. Est-ce qu'on pourrait réexpliquer un peu, parce que le Lesbos, le nom est assez connu, mais en fait, c'est peut-être pas évident qu'on se représente ce que c'est en fait. Est-ce que c'est une île très peuplée, très développée, ou est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Alors Lesbos, c'est une île qui est vraiment très proche de la Turquie. Si ça vaut le coup d'aller voir sur Google Maps, après on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a autant de personnes qui arrivent là-bas. Donc c'est une île qui est très proche de la Turquie. Il y a 4 ou 5 îles comme ça en Grèce qui sont vraiment proches des côtes turques. C'est une île qui, c'est pas une des plus jolies îles grecques. C'est une île qui est assez connue parce que grâce au poème de la poétesse Sappho, qui a donné son nom, enfin qui du coup a donné le nom de Lesbos au lesbianisme. Donc c'est une île qui est connue pour sa plage nudiste dans le nord et ses soirées lesbiennes, mais ça reste relativement confidentiel. Mais c'est une île qui quand même vivait beaucoup du tourisme, donc c'est une île qui a été beaucoup touchée par justement l'arrivée de demandeurs d'asile. Donc les premières arrivées de grosses vagues, enfin de gros nombres de migrants, c'est une île où les personnes arrivaient sur Lesbos, ils passaient quelques jours dans un camp et ensuite ils étaient transférés dans le reste de la Grèce. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Donc à ce moment-là, au tout début de ça, les habitants de Lesbos ont été des personnes extrêmement solidaires. Ils étaient sur les plages, ils ont aidé tout le monde, ils distribuaient de la nourriture, des vêtements, ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Mais alors, quand le gouvernement grec, et à cause des politiques européennes, a décidé de retenir les nouveaux arrivants dans le camp de Moria, ça a complètement changé la situation. C'est-à-dire que ça a créé un camp assez gigantesque de gens vraiment malheureux au milieu de l'île. Ça a pérennisé et rendu compliqué une situation qui n'était pas si complexe. Et du coup, la population de Lesbos a commencé à avoir beaucoup plus de problèmes avec ça, contre leur gouvernement, mais aussi du coup contre les réfugiés. Donc maintenant, Lesbos, c'est pas hyper agréable, mais voilà, c'est surtout parce que les gens sur place sont fatigués, ça a un petit peu tué le tourisme. Ils sont toujours dans les journaux pour des raisons pas forcément très cool. Donc ça a beaucoup impacté la vie sur l'île. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes maintenant à Lesbos qui deviennent policiers en fait pour surveiller le camp, principalement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et puis que le tourisme et l'économie a beaucoup souffert de tout ça. Donc c'est aussi important pour les ONG et les organisations de s'assurer que ils font aussi vivre l'île et qu'en fait ils vont pas rajouter des problèmes dans cette île-là. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait envie de proposer la formation à tout le monde. Ok, ouais, donc et puis la Grèce, donc c'est un pays qui quand même a souffert assez économiquement d'une crise et de mesures d'austérité assez fortes, qui étaient pas forcément très développées par rapport à d'autres pays européens, et donc qui a subi un peu de plein fouet toutes ces vagues migratoires. Et donc peut-être sûrement c'est pas la comparaison est pas toujours pertinente, mais c'est un petit peu peut-être la même situation qu'à Calais, où en fait il y a la population locale qui est aussi impactée par cette situation et donc qui, même si au début, comme tu l'as dit, peut y avoir un mouvement spontané de solidarité, qui peut aussi subir la crise et générer aussi un sentiment de frustration et de ressentiment vis-à-vis des réfugiés. Et donc ça peut créer une situation assez tendue, quoi. Donc je trouve que c'était ça, cette dimension intégrative. On en parlait en préambule, hein, on parlait de l'intégration de la tête aux pieds, mais dans ton travail, il y a vraiment une dimension intégrative de comment on peut faire travailler et les migrants et les travailleurs humanitaires et la population locale. Donc ça aussi, c'est du yoga finalement, que par ta vision politique, disons, enfin comment t'as conçu avec Estelle, donc la responsable de Yoga and Sport with Refugees, ces formations. Il y avait une dimension d'intégration. Et d'ailleurs, cette association, donc Yoga and Sports, avant ça s'appelait For Refugees et maintenant c'est devenu With Refugees, c'est ça? Exactement. Exactement, parce que du coup c'est aussi
principe de participation, en fait. C'est cette idée qu'on ne fait pas les choses pour... On appelle souvent les gens les bénéficiaires. Donc, on ne fait pas les choses pour les bénéficiaires, on fait les choses avec les bénéficiaires et on n'est pas en train d'aller leur imposer notre vision des choses, mais en fait, on aide et on facilite. Parce que les premières personnes qui aident dans toute crise humanitaire, ou en général, en vrai, c'est des personnes qui la subissent. Hein. Il y a toujours des mécanismes d'aide, etc. Donc oui, c'est devenu Yoga & Sport with Refugees. Très bien. Et donc on retrouve cette notion, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais de empowerment. Et en français, alors là, j'entends maintenant un truc genre empouvoirment, mais je trouve que c'est une très mauvaise traduction, mais même si c'est de la traduction littérale, mais je sais pas, moi j'avais trouvé encapacitement, bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas c'est cette notion de donner le pouvoir aux gens et que justement c'est pas de l'assistanat et qu'on sait pas forcément mieux que les bénéficiaires. Je connaissais pas ce terme, mais je trouve ça intéressant, et qu'effectivement mais c'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans la formation en fait, c'est que dans le groupe il y a des mécanismes de solidarité, parce que tu parlais du niveau d'anglais par exemple, il y en avait qui étaient plus qui parlaient mieux anglais, donc qui traduisaient pour le groupe, donc il y avait des interprètes à l'intérieur de la formation, et donc je trouve ça vraiment puissant cette idée de partager soit des ressources, soit des connaissances et des compétences, et qu'après les gens ils soient justement empowered, quoi, en capacité. Mais tu sais ce qui est rigolo, surtout, bravo. Ce qui est rigolo surtout, c'est que c'est exactement comme ça que j'enseigne en fait le yoga. En fait, c'est aussi parce que c'est exactement pareil en fait. On part du principe qu'on ne sait pas mieux que les bénéficiaires ce dont ils ont besoin. Moi, c'est exactement pareil pour le yoga. Je ne sais pas mieux que mes élèves ce dont ils ont besoin dans leur pratique, quelle forme leur corps veut prendre dans une posture. Donc, c'est exactement pareil. Je veux donner à mes élèves constamment les outils pour être indépendants dans leur pratique et pour s'approprier leur pratique, pour prendre leurs propres décisions. Et que je refuse d'être responsable parce que j'ai envie qu'eux soient responsables et qu'ils trouvent ces outils parce qu'ils savent mieux que moi. Tu voulais nous parler d'autre chose? Oui, il y a quelque chose aussi d'assez fou en fait que j'ai découvert en commençant à faire du volontariat et puis à enseigner aux bénéficiaires, comme on dit. Ce qui est fou, c'est la barrière du langage. Donc on se retrouve à enseigner à des gens qui comprennent un peu d'anglais ou pas du tout. Du coup, le yoga qu'on enseigne, ça fait vraiment épurer un peu tout le langage. Ça sert à rien de balancer des choses compliquées. On est dans juste le descriptif, un peu de méditation, du pranayama, mais ça reste extrêmement simple. Et du coup, je sais pas, au début, je me demandais si c'était comme si j'enseignais la gym. Et puis, je me suis retrouvée à parler justement avec cette personne qui s'est mise à apprendre l'anglais pour faire la formation d'enseignant, donc qui faisait déjà beaucoup de pratiques de yoga avant, mais sans forcément tout comprendre. Et il m'a dit un jour que le yoga avait littéralement changé sa vie, qu'il se sentait bien. Enfin, il m'a expliqué, il avait une compréhension personnelle et d'expérience du yoga qui était absolument incroyable. Il avait vraiment cette compréhension vécue du yoga, alors qu'il n'avait pas forcément toute la théorie derrière. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Et du coup, ça a un peu cassé mon enseignement. Ça a beaucoup épuré ce que je dis, en fait. Je dis beaucoup moins de choses maintenant dans mon enseignement, parce que c'est pas forcément nécessaire. Du coup, ça revient un peu à ce que tu expliquais tout à l'heure, où dans ta démarche où tu ouvres un espace pour l'expérience et que les gens, justement, il y a cette dimension, c'était très beau ce terme-là, cette dimension vécue, où en fait, en expérimentant sans avoir l'habillage théorique, ils arrivent aux mêmes conclusions que ce qu'on peut trouver dans certains textes, par exemple. Ouais, je sais même pas, du coup, même si c'est une conclusion, c'est juste la façon dont il se sent, et puis que pour lui, ça lui change la vie. Et puis, j'ai trouvé ça assez fou. Ok, et c'est ça, finalement, le but de la pratique, quoi. Exactement. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode.
En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.